La guerre. Difficile aujourd'hui de passer à côté lorsqu'on regarde la télévision ou que l'on parcourt le net. Dans un monde que nous espérions pacifié depuis la fin de la guerre froide, les conflits armés sont finalement restés monnaie courante et partie intégrante de nos sociétés contemporaines. Dès le plus jeune âge, on joue aux petits soldats, puis à Call of Duty. Les films de guerre ont toujours un franc succès, et chaque ville de France possède au moins un monument rappelant nos victoires ou nos défaites militaires. De nombreux penseurs ont cherché à définir la guerre. Les plus connus sont sans nul doute Sun Tzu, général chinois du VIe siècle avant Jésus-Christ, et son art de la guerre, ainsi que plus récemment l'officier prussien Karl von Clausewitz, qui caractérise la guerre dans les années 1830 comme un prolongement de la politique par d'autres moyens. Mais d'autres théoriciens ont voulu aller plus loin, et notamment savoir s'il était possible de prédire la guerre à travers l'étude de ses causes. Alors évidemment, il n'est pas question ici des causes que l'on qualifie d'occasionnelles, celles qui sont les facteurs déclenchant les conflits, comme l'assassinat du duc François Ferdinand à Sarajevo en 1914. Non, aujourd'hui nous allons parler des causes dites structurelles, c'est-à-dire les explications profondes, sous-jacentes, et qui, pour certains experts, constituent les véritables sources de la guerre. Bref, aujourd'hui nous allons parler de Gaston Boutoul et de sa discipline qui permet de prédire les conflits, la polémologie. Gaston Boutoul est un sociologue français né en 1896 et décédé en 1980. Après avoir écrit des ouvrages sur divers sujets tels que la natalité ou les loisirs, Gaston Boutoul publie en 1951 Les guerres, éléments de polémologie, qui sera renommé en 1970 Traité de polémologie, sociologie des guerres. Dans cet ouvrage, l'auteur se fait le promoteur d'une nouvelle discipline, qu'il dénomme polémologie, du grec ancien polémos et logos, signifiant littéralement science de la guerre. Son but est simple. Boutoul souhaite étudier scientifiquement la guerre afin d'analyser sa place dans nos sociétés et proposer des mécanismes de substitution à celle-ci. Nous sommes alors juste au sortir de la dernière grande hécatombe du XXe siècle et la nécessité d'aborder rationnellement le phénomène guerrier est de plus en plus présent. Si l'on ajoute à cela l'épée atomique de Damoclès qui plane sur l'humanité depuis le bombardement d'Hiroshima, on comprend le souhait de Gaston Boutoul d'analyser les conflits pour mieux les prévenir. Le chercheur identifie alors 4 grandes causes de conflits, à commencer par la politique. Selon le sociologue, les autorités d'un État ont notamment à cœur d'assurer la sécurité et la pérennité du pays qu'ils dirigent, voire même d'en augmenter l'étendue et la puissance par la guerre. La plupart des conflits répondent à cet objectif, c'est sans nul doute la cause la plus évidente d'affrontement. Une autre raison peu surprenante est l'économie. En effet, les marxistes ne sont pas les seuls à présupposer que les facteurs économiques peuvent être la cause d'impulsions belliqueuses. Mais pour affirmer qu'un conflit est le résultat de ces causes, il faut pouvoir prouver que cet affrontement est le produit de problèmes économiques impossibles à résoudre autrement que par la violence. En d'autres termes, les déplacements de richesses provoqués par la guerre ne doivent pas être des effets secondaires, mais le but ultime du conflit. Dans la réalité, bien peu d'affrontements répondent à cette définition, hormis ceux de tribus primitives, souffrant d'une économie précaire, et qui sont dans l'obligation d'attaquer leurs voisins pour s'emparer de leurs ressources, notamment alimentaires. L'un des rares conflits modernes qui est un motif économique avoué, la guerre de l'opium entre l'Angleterre et la Chine dans la première moitié du XIXe siècle, n'était pourtant pas un affrontement de nécessité, mais bien de luxe. Ainsi, nos sociétés contemporaines n'ont plus le besoin économique de faire la guerre, et d'après Gaston Boutoul, il faut donc chercher d'autres causes plus profondes, à commencer par la psychologie humaine. Le chercheur évoque en premier lieu la psychologie des foules, en s'appuyant notamment sur les théories de Sigmund Freud, comme Thanatos, l'instinct de mort, qui serait une pulsion animale de destruction et de meurtre, intrinsèque à l'ensemble de l'humanité. Si cette explication a pu faciliter la mobilisation de certaines populations, il paraît évidemment difficile de justifier l'existence d'un conflit par cette unique raison. Qu'à cela ne tienne, Gaston Boutoul poursuit son analyse
en s'attaquant cette fois à la psychologie des dirigeants. Il explique tout d'abord que pour certains, la guerre est parfois une solution de facilité, qui permet d'éclaircir des situations complexes. C'est pour lui une sorte d'économie de pensée qui paradoxalement permet à la guerre de mettre fin à des conflits politiques ou économiques. On peut ici penser aux différents mouvements indépendantistes, qui s'ils sont pacifistes sont souvent longs et fastidieux, ce qui amène parfois leurs partisans à s'orienter vers la lutte armée. L'auteur poursuit avec une deuxième cause psychologique qui touche les dirigeants, qui est celle du conflit entre générations. C'est ce qu'il appelle le complexe d'Abraham, en référence au sacrifice d'Isaac par son père dans la Bible. Pour résumer, la génération des pères qui se trouve au pouvoir est déstabilisée par une jeune génération bouillonnante, prête à la remplacer. Les anciens décident alors d'envoyer les jeunes au casse-pipe pour leur apprendre ce qu'est la vraie vie. C'est une réflexion que l'on qualifierait de réactionnaire aujourd'hui, mais qui a eu du sens dans l'histoire, en particulier chez les élites européennes avant la Première Guerre mondiale, qui souhaitaient se débarrasser des revendications, entre autres ouvrières. Dernière explication psychologique développée par l'auteur, le complexe de Damoclès. Il s'agit d'une pratique de développement de la peur dans la population, ce qui permet aux dirigeants de se dédouaner de leurs responsabilités en déchargeant l'agressivité collective sur des boucs émissaires, intérieurs ou extérieurs au pays. L'exemple le plus célèbre est évidemment celui de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, lorsque frappée par une crise économique grave et d'importantes tensions sociales, la violence intestine au pays va être redirigée vers des boucs émissaires tels que les homosexuels, les tziganes et les juifs. Certains d'entre vous me diront que toutes ces raisons sont déjà connues, qu'elles étaient déjà analysées bien avant Gaston Boutoul, et vous n'auriez pas tort. Entrons alors dans ce qui fait le cœur de l'analyse du chercheur, les causes démographiques. Selon le sociologue, le développement de la vaccination a permis une chute des épidémies, mais également une augmentation du nombre des conflits armés. Il en conclut alors qu'aux épidémies médicales se substitue une autre épidémie, la guerre. Pour l'expliquer, Boutoul développe la théorie du complexe d'encombrement. Son hypothèse est que la guerre est un infanticide différé, une forme de régulation démographique instinctive aux sociétés. Il prend pour exemple le cas de l'Espagne, pays resté neutre pendant la Première Guerre mondiale et qui n'a alors pas connu de grande hécatombe dans sa population. Aussi explique-t-il que la guerre civile espagnole, à partir de 1936, est une réponse inconsciente de la société pour diminuer drastiquement sa population. Enfin, la dernière grande théorie développée par Boutoul se nomme la structure explosive ou structure belligène. Pour l'auteur, la surabondance de jeunes hommes sans travail constitue une force perturbatrice qui engendre délinquance, criminalité, violence. En fonction de la conjecture historique et des possibilités politiques et techniques, ces jeunes sont soit réprimés, soit redirigés vers une aventure collective comme la guerre. Ainsi, avec sa vision un peu datée de la jeunesse, Gaston Boutoul voit dans la guerre une manifestation extrême de certains déséquilibres sociaux. Alors j'imagine que comme moi, vous vous demandez, est-ce que la polémologie fonctionne ? Est-ce que cette discipline est viable et a-t-elle vraiment permis d'éviter des conflits ? Pour répondre à cette question, je me suis tourné du côté de mon collègue Quentin de la chaîne Sur le Champ, qui en bon spécialiste d'histoire militaire peut nous apporter quelques réponses. Quentin, c'est à toi. Pour comprendre à quel point la polémologie relève de disputes à un niveau très conceptuel de la prédiction de la guerre, je dois vous parler d'une autre matière qui a eu bien plus de succès, notamment dans le monde anglo-saxon, l'irénologie. L'irénologie pourrait être définie comme l'étude de la paix. Elle se propose donc d'étudier les facteurs qui mènent à la guerre afin de les prévenir pour mieux conserver l'état de paix. En fait, l'irénologie se donne le même objectif que la polémologie, mais avec des hypothèses de base radicalement différentes. Si la polémologie propose la guerre comme une fonction, née d'un besoin instinctif ou inconscient, l'irénologie la voit comme un symptôme, un dysfonctionnement dans nos sociétés qui aurait poussé les individus à chercher un exutoire dans la guerre. Si la première se concentre sur des causes internes, violence, pression démographique, instinct, culture guerrière, la seconde se concentre sur des causes externes, chômage, inflation, contexte géopolitique. De même, la polémologie voit la guerre comme une dépense d'hommes, de matériel, d'énergie, quand l'irénologie la voit comme une perte.
On comprend dès lors pourquoi les deux matières ont autant divergé. Si les deux se proposent de prédire la guerre pour mieux défendre la paix, la première pense la guerre comme une norme, une fin qu'il s'agirait d'apprendre à maîtriser, tandis que la seconde la voit comme une maladie, un symptôme, un dysfonctionnement qu'il s'agirait d'apprendre à éviter. Dans les faits, les deux approches ont leurs faiblesses, mais la polémologie, trop dépendante de son fondateur, est restée enfermée dans ses hypothèses de base qui lui font donner des conclusions assez faciles à critiquer. À l'image de l'économie classique, elle avait tendance à avoir une approche cyclique entre les phases de paix et les phases de guerre, avec d'ailleurs une image très duale entre celles-ci. C'est-à-dire que bien souvent dans ses analyses, il y avait soit la guerre, soit la paix, un peu comme un interrupteur on-off. La polémologie ne considérait pas vraiment d'état entre les deux, ce qui invisibilisait clairement les conflits larvés, les insurrections ou les combats asymétriques. À ce propos, étant née de la volonté d'éviter un nouveau conflit mondial, cette matière restait focalisée sur des conflits modernes, nationaux, à l'occidental. Donnant une part importante au nationalisme, à la psychologie des foules rendue violente par une propagande d'État et aux enjeux économiques et industriels de tels conflits. On peut également noter que la polémologie a pour réflexe de se centrer sur l'agressivité pour expliquer les guerres, effaçant ainsi des phénomènes sociaux. L'obéissance d'une population, par exemple, peut la propulser dans un conflit sans agressivité de prime abord, comme c'était souvent le cas dans les guerres de succession qui étaient déclarées pour les intérêts des têtes couronnées. Des phénomènes culturels. Le racisme, le nationalisme ou la religion peuvent également pousser les populations à se dédouaner elles-mêmes de la violence qu'elles exercent. Par exemple, l'évidence d'une supériorité de l'homme blanc sur les autres menait beaucoup de soldats durant les guerres coloniales à ne pas conférer une nature humaine à ceux qu'ils combattaient. Voire des phénomènes technologiques. Les drones, typiquement, créent une énorme distance entre les opérateurs et la violence que ces derniers exercent à travers eux. Enfin, l'interprétation démographique de la guerre comme fonction de régulation semble clairement surévaluée. Du moins quand on note l'existence de guerres zéro mort type interventionnisme ou, à contrario, de guerres génocidaires pas exactement saines pour la démographie. Bref, la polémologie, même si certaines hypothèses peuvent avoir un intérêt, n'a pas su se faire une place probante dans l'étude des causes de la guerre. Finalement, comme l'a exposé Quentin, la polémologie n'a pas réussi, tout d'abord, à survivre à son fondateur, mais surtout à prédire le moindre conflit. Alors pour autant, faut-il baisser les bras et considérer que la peste guerrière, selon la belle image de Camus, est un mal irrémédiablement associé à l'humanité ? Je pense que personne n'a vraiment la réponse à cette question. Mais le développement de la polémologie et de l'irénologie semble démontrer que l'homme est à la recherche d'une meilleure compréhension des conflits, de paramètres permettant de limiter leurs effets négatifs, et pourquoi pas un jour, dans nos rêves les plus fous, d'éradiquer définitivement la guerre. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette émission, merci en particulier à Quentin de la chaîne Sur le Champ d'avoir participé à l'écriture et la réalisation de cette vidéo. Même si l'histoire militaire n'est pas votre sujet de prédilection, je suis persuadé que le talent de Quentin saura vous convaincre de vous abonner à sa chaîne de grande qualité. Nous on se retrouve en décembre pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao.